Ok, alors c'est parti pour la revue d'actu. Mais la revue d'actu, première partie, normalement je regarde un seul article long. Là, je vais en lire plusieurs concernant l'énergie parce que bon, voilà, il y a pas mal de choses. Donc je pense que de toute façon, l'émission va encore dépasser beaucoup. Alors, j'ai pris juste d'abord, parce que le titre m'a intéressé, ce premier article qui un peu résume la situation. Je me disais quand j'ai lu le titre, l'électricité, le seul meunier de l'heure obligé d'emprunter pour payer ses factures. Donc un meunier, hein, c'est bon là c'est pas des sacs de ciment qu'il a, hein, voilà. Donc alors dans l'article, on va se réveiller un peu. En un an, la facture d'électricité du moulin d'Auguste a presque été multipliée par 4. L'entreprise qui emploie 17 salariés aux Andelys, ah, c'est joli comme nom ça, dans l'heure, a contracté un emprunt pour pouvoir payer ses factures. Mhm. Ça c'est la pire chose, hein. Je veux dire normalement. Si tu commences à emprunter pour payer tes factures, ça veut dire que ta trésorerie, ça c'est poubelle la calèche l'entreprise, hein, normalement. Donc si le meunier il meurt, il n'y a plus personne, hein. C'est terminus rectus. Un scandale pour son gérant Sébastien Dutac. Là, c'est notre facture du mois de décembre, une facture de 37 410 euros quand la facture pour le mois comparable l'année dernière était quasiment une consommation identique. Euh, avec quasiment une consommation identique, s'élevait à 10 000. Eh bien, s'étrangle Sébastien Dutac, le gérant du moulin d'Auguste aux Andelys, en étalant ses factures sur son bureau. On est pris dans une spirale infernale, s'émeut le chef d'entreprise qui estime n'avoir pas eu le choix de son fournisseur d'énergie. Son contrat avec Total Energy se terminait en décembre 2022. Et dès le mois d'août, Sébastien Dutac a cherché un autre énergéticien. À ma plus grande surprise, je n'ai eu aucune offre concurrentielle. C'est un véritable scandale, il n'y avait aucune offre alternative, explique-t-il. Seul EDF a accepté de renouveler mon contrat. Une signature sous la contrainte, sans aucune concurrence, dénonce Sébastien Dutac. Mais c'est horrible comme article en fait celui-là, parce que ça veut dire qu'il faut faire de la concurrence. Mais il faut pas faire de la concurrence sur EDF, putain, il faut revenir à comment c'était avant. Bordel en fait. Je ne suis pas d'accord avec cet article. C'est complètement débile, hein. Je réfléchissais, il n'y a qu'une seule ligne électrique, alors c'est complètement débile qu'il y ait plusieurs de la concurrence pour la distribution. Ouais, c'est trop bizarre. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui s'est passé. Enfin, si, je comprends que trop bien, hein, à force de lire des trucs là. Macron nous la met bien profond. Obligé d'emprunter pour payer ses factures. Installé aux Andelys depuis 1887. 1887. Le moulin d'Auguste produit 5000 tonnes de farine par an et si pour l'instant il n'y a aucune répercussion envisagée des prix de l'énergie pour les clients, Sébastien Dutac reconnaît avoir contracté un emprunt pour anticiper les choses, ce dont il se serait bien passé. Emprunter pour pouvoir payer ses factures d'électricité, c'est également un scandale, s'insurge-t-il. Car pour une entreprise, on emprunte pour investir, pour moderniser l'outil de travail, pour améliorer les conditions de travail, pas pour payer ses factures d'électricité. Et c'est ce que je disais, quoi, c'est pas possible, hein. Réorganiser la production de l'entreprise. Depuis le mois de décembre, le moulin Auguste a mis en place de nouveaux horaires. Non, de nouveaux horaires. Le moulin qui tournait à 5 heures à 20 heures, de 5 heures à 20 heures s'arrête à 17 heures. Pour éviter les points de la pointe de la fin de journée. Putain. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant, observe Sébastien Dutac, qui planche depuis quelque temps sur une nouvelle option. Peut-être fonctionner la nuit. Ouais. Bien sûr, une situation d'autant plus difficile à vivre pour le chef d'entreprise, qui emploie 17 salariés, que nous avons du travail. Dans mon esprit, il n'est absolument pas question de réduire le personnel. Nous sommes d'ailleurs en train d'embaucher. Putain, Sébastien Dutac n'a qu'un souhait, que les pouvoirs publics entendent les artisans, les TPE, les PME pour vraiment nous apporter des solutions concrètes pour enrayer cette situation liée à l'énergie. Il a d'ailleurs utilisé le portail énergie mis à disposition des entreprises. C'est déjà une usine à gaz en soi pour le renseigner. Pour sa facture de plus de 37 000 euros, il arrive à un montant d'aide de 6 000 euros. Ce qui est nettement insuffisant par rapport à ce qu'on attend, puisqu'il était à 10 000. Donc là, il a encore 21 000 euros de. Non, 11 000 euros d'écart. Non, 21 000 euros d'écart par rapport à sa facture de l'année dernière, même avec les aides. Ah, il est efficace, Bruno Le Maire, hein.
Ce qui est nettement insuffisant par rapport à ce qu'on attend. Le chef d'entreprise ne veut pas d'étalement de charges ou de paiement de factures. On veut, si possible, rentrer dans le bouclier tarifaire pour tous ou nous permettre de résilier les contrats signés entre août et décembre 2022. Ah oui, j'ai oublié que le truc du gouvernement, ça s'appelait le bouclier tarifaire pour tous, quoi. L'enculerie pour tous, le... En même temps, on en est là, hein. Tout le monde à égalité. C'est quoi ça, en fait? Ça va être une pub. Bon, alors après, j'ai trouvé d'autres articles pour pouvoir un peu faire le point sur ce que Macronus Fistus avait fait. Je voulais avoir un petit point. Bon, là, il est un peu plus ancien, mais ça peut être intéressant de revoir un peu en arrière. Bon, il faudrait remonter, hein. Oh, je suis deg parce que j'avais trouvé un article pour qui remontait, parce que ce n'est pas que Macron, hein, qui a détruit EDF. Bien sûr que non. Ça commence en 97 avec Jospin et Chirac, et j'avais trouvé un article, mais l'article était payant. Quand l'émission marchera, si l'émission marche bien, et ben, peut-être que je m'abonnerai à tout plein de trucs. Mais bon, pour l'instant, je donne des sous que à quelques personnes. Je suis pas Crésus, moi. Alors, nucléaire, là où Macron a fait des erreurs, 12 mars 2022. Macron a passé l'ensemble de son quinquennat à essayer de détruire la filière nucléaire. Donc là, je lis un autre article qui veut nous détailler ça un petit peu par Gabriel Delestrade. J'en ai trouvé un autre aussi, mais qui est bien pas du tout de notre camp aussi, mais ça sera pas aujourd'hui, je le lirai une autre fois. Là, j'en ai déjà trouvé trop là. Alors, à l'heure où tous les regards sont tournés vers l'Ukraine et vers la présidence du Conseil de l'Union européenne, d'Emmanuel Macron, il faut porter un regard critique sur la politique énergétique de la France menée par le président de la République et son gouvernement. Il prétend n'avoir qu'une boussole face aux conséquences économiques et sociales d'une guerre sur notre continent. Nous protéger. C'était en mars 2022, hein, cet article-là. Donc on n'avait pas encore eu l'élection présidentielle et tout, hein. Le 10 février, pourtant, avant cette crise et dans la continuité du mandat de François Hollande, il a tout fait pour nous rendre plus vulnérables. Le 10 février dernier, à Belfort, Emmanuel Macron annonce la relance d'un programme nucléaire reposant entre autres sur la construction de 6 EPR d'ici 2050 et sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs répondant aux conditions de sûreté, au-delà de 50 ans. Peu après, on apprenait aussi le rachat des turbines Arabelle par EDF, celle-là même qui avait été vendue par Alstom à General Electric en 2015. C'est ce truc vendu au moment où Macron il était ministre de l'économie, hein, je crois. Donc vendu à General Electric en 2015 pour un prix bien inférieur. Selon le Canard enchaîné, le montant du rachat s'élèverait à 1 milliard d'euros, alors que l'édite turbine avait été vendue en 2015 pour 585 millions d'euros. Pour annoncer la relance du nucléaire, Macron est donc revenu sur le lieu de son crime, à Belfort, à l'endroit même où, par son entreprise, les activités d'énergie d'Alstom avaient été bradées. C'est pas les méthodes des psychopathes, des tueurs en série psychopathes, de revenir sur le lieu de... Bon, je ne dis pas que la présidente des États-Unis de France est psychopathe, hein, je ne dis pas ça. Ah, il a l'air d'avoir toute sa tête. Hein. Euh, alors, cette vente au profit du géant américain constitue une perte de souveraineté sans égale pour la France. Et oui, on pourrait parler, ça c'est moi qui l'ajoute, de haute trahison. Mais bon, on en est loin, puisque même aucun média ne parle de ça. Jamais, en fait, presque jamais. Une perte de souveraineté sans égale pour la France qui a remis entre les mains des Américains ses technologies et activités les plus sensibles. Non seulement GE a supprimé plus de 1000 emplois, contrairement aux engagements pris lors du rachat, mais ce saccage du fleuron Alstom implique une perte critique de compétences. Au moment où Macron annonce la constitution de nouveaux EPR, on peut questionner la capacité de la filière nucléaire française à se redresser et à mener à bien... à bien le programme d'une ampleur inégalée. Espérons que le plan le plan d'excellence de la filière nucléaire d'EDF contribue à lancer une nouvelle dynamique qui permettra la montée en compétences, de renforcer l'attractivité des métiers du nucléaire et de renouer avec la maîtrise du industriel. Alors c'est quand même énorme parce que ça c'est juste avant l'élection présidentielle. Et donc en gros, là il y a eu plein de conférences, hein. D'ailleurs dans l'article que j'ai trouvé avec Blast qu'on lira demain je pense.
Il y a tout le résumé avec toutes les conférences et tout, c'est trop bien, parce que moi je les ai presque toutes écoutées, enfin j'en ai au moins la moitié je pense, des conférences, des auditions à l'Assemblée. Donc tous, donc c'est que des pontins qui sont interviewés, disent qu'il n'y a rien du tout qui est prévu. Donc en fait on voit que c'est toujours électoraliste. Bon après c'est pas étonnant, puisque c'est un pays d'enculés là, mais qu'il a dit ça pour un peu faire croire qu'il allait faire quelque chose, mais il n'y avait aucun plan quoi. Il n'y a rien qui a été lancé, on est en 2023 en janvier. Macron, il a dit qu'il allait faire CE. Il n'y a que dalle. Il y a tous les mecs qui disent qu'il n'y a rien, il n'y a aucun plan. On ne sait pas ce qui se passe. Ancien du CE, du boss du CEA, nouveau boss du CEA, ancien boss de DF, nouveau boss de DF, boss de Elf, ancien boss de Elf. Enfin bon. Donc en gros, c'est vraiment putain quel. Ça rend fou putain. Une mauvaise gestion sous pression des écologistes. Ces annonces illustrent l'incurie du gouvernement et l'incompétence crasse du président Macron. Ce dernier a passé l'ensemble de son quinquennat à essayer de détruire la filière nucléaire. La promesse de construire 6 EPR est aujourd'hui insuffisante au vu de l'analyse de la Cour des comptes et de RTE, Réseau et Transport d'électricité de France, RTE, qui demandent respectivement 30 et 50 EPR. Oula, 30 et 50. Désolé, je m'étouffe là en disant ça. Bien sûr, c'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Enfin, pas EPR, mais en tout cas, dans les 30 années qui viennent, il faut construire le double. Non, pas le double. Parce qu'on a 58 réacteurs. Je crois que ouais, c'est au moins 25 qu'il faudrait construire pour être vraiment tranquille. Les écologistes là. Eh, voiture électrique, mais fermer les centrales nucléaires. Il faut 10 centrales nucléaires pour remplacer les voitures par des voitures électriques. Juste ça. Par ailleurs, cette annonce intervient après une série hallucinante marquant une volonté de détruire la filière. Fermeture de la centrale de Fessenheim, pourtant parfaitement fonctionnelle. Abandon de la construction de 14 EPR à l'horizon 2035. Lancement du projet Hercule visant à démembrer EDF. Et annulation, bien sûr, du projet Astrid, qui était la relance du projet Phoenix, qui avait été fermé en 97 par Jospin, et qui là a été resupprimé par Macronus Fistus en 2019. Donc il vous ment, c'est un mensonge, c'est un traître à la nation. On n'aurait pas pu faire plus pire personne qui vend son pays et qui enlève sa souveraineté énergétique. C'est quand même un truc de fou, quoi. Traître à la nation. J'ai pas d'autre mot, quoi. On parle pas d'immigration, là. On parle pas d'école ou d'hôpital. On parle d'énergie pour que vous puissiez allumer votre gaz, que les entreprises puissent faire tourner leur machine. Et il y avait une indépendance qui avait été faite. Et elle a été supprimée par un tas de connards de fils de pute. Et il y a un mec en première ligne dans tous ces fils de pute, c'est Macron qui est depuis 10 ans au pouvoir et qui fait ça, quoi. Qui a participé à détruire. Donc, on l'avait la souveraineté. C'est quoi qu'il vous faut là pour voir que Macron, il faut le jeter à la poubelle, pas voter pour lui. Putain. C'est pas. Enfin, c'est bon là, que ce soit les droitards, les gauchistes, les centristes, les fils d'enculistes là, et ben et alors. Un mec qui a vendu la souveraineté énergétique de la France. C'est quoi? On fait quoi? C'était une action du marché, mon cul. Putain, comment on peut voter pour un traître comme ça, quoi? Ah là là, ça m'en rend fou. Bon, je crois que je me perds un petit peu dans des diatribes un peu irrespectueuses. Ah, ça rend fou. Par ailleurs, il faut rappeler que la responsabilité de la politique énergétique de la France incombe à l'écologie Barbara Pompili. Non, elle incombe au président Macron. Et les ministres ne font rien sans l'aval du président. La ministre de la Transition écologique issue du parti EELV a toujours été une ennemie acharnée de l'atome et à la toute fin du quinquennat Macron, elle a finalement estimé que faire du 100% renouvelable est un pari trop risqué. L'éclair de lucidité intervient lorsque le mal est fait. L'éclair de lucidité, ouais. C'est fait greffer un cerveau, quoi. Enfin, ou un cerveau. Elle aurait pu comprendre ce que toutes les personnes. Dans tous les personnes. Il y a un problème dans le texte là. C'est pas moi là. Hein. Elle aurait pu comprendre ce que toutes les personnes compétentes. Toutes les personnes compétentes. Ouais, je sais pas. Savent depuis des lustres. Le 100% renouvelable n'est acceptable que dans certains pays. Et puis même ça n'existe pas. Hein. Même, je sais pas, c'est pas vrai. C'est. Ceux, par exemple, qui ont une situation géographique favorable à l'hydraulique. Ah oui, c'est vrai que l'hydraulique, ça fait partie du renouvelable. Je suis con, putain.
Mais bon, prôner la diminution de la contribution du nucléaire dans le bouquet énergétique français était une folie en pleine crise énergétique, surtout après avoir brisé le monopole naturel d'EDF. Alors qu'en matière d'énergie, la logique de marché échoue fatalement à entretenir un système économique viable. Oui, bah oui, pour l'énergie, c'est. Il faut rappeler que le scalp de Fessenheim a été obtenu par les compagnons de route de Madame Pompili. La fermeture des deux réacteurs alsaciens a été décidée sous François Hollande après un accord politique avec EELV, puis a été confirmé par Emmanuel Macron en novembre 2018. Il s'agit de la première centrale nucléaire à avoir été arrêtée dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPO, qui visait à réduire la part de l'énergie nucléaire dans le bouquet électrique français, alors que l'autorité de sûreté ASN a approuvé la sûreté, tandis que l'État confirme a approuvé la sûreté, donc ça ne servait à rien de la fermer. Tandis que l'État confirme finalement les scénarios privilégiés par RTE et l'AIEA pour parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2050. On note que les experts tiennent le même discours depuis 20 ans. Barbara Pompili ne les entend que 2 mois avant les élections. Constater que ce retournement à 180 degrés de la politique énergétique française, enfin réconciliée avec le nucléaire, ne provoque pas un changement de ministre, où sa démission est proprement stupéfiante. C'est stupéfiant. Bah, de toute façon, il n'y a personne qui s'en va. Comme un malheur ne vient jamais seul, le journal Le Monde tirait récemment Énergie, tempête financière pour l'éolien en mer. En effet, malgré les milliards de subventions perçues, les géants de l'éolien boivent la tasse. Les 3 acteurs non chinois de taille mondiale, Vestas, Siemens et GE, traversent une tempête financière. Les coûts de construction des éoliens ont explosé depuis le début de l'année 2020. Et à l'inverse, les industriels de l'automobile ou de la consommation, les constructeurs éoliens n'ont pas pu transférer les hausses des prix sur les clients. Davantage de pertes que de profits, les investisseurs sont méfiants. La stratégie énergétique gouvernementale nous a donc conduit à subventionner des groupes qui commercialisent des éoliennes intermittentes et en les maintenant artificiellement en vie. Les investissements auraient-ils pu diriger vers la filière nucléaire Se diriger vers la filière nucléaire, reconnue pour sa contribution essentielle à la décarbonation de l'économie et comme vecteur majeur d'indépendance énergétique et de relance industrielle. Mais pas du tout, hein, ça ne sert à rien de mettre des sous dans ça. Juste, si on voulait mettre autant d'éoliens, il faut pour pouvoir remplacer l'énergie, et donc sans penser que ça va augmenter, hein, il faudrait recouvrir toute la France et mettre tous les 1 km² une éolienne. Les 10 km², je crois. Non, 1 km². Une éolienne, voilà. Et là, on aurait la même énergie. Toute la France, hein, toute. Voilà, ce genre de truc, hein, ouais. Le nucléaire comme solution, si l'on veut à la fois contenir les effets du réchauffement climatique, préserver notre mode de vie sans entraver celui des autres, limiter les empreintes au sol, demeurer indépendant et garantir des prix stables, le tout en se passant des énergies fossiles, on voit mal comment se passer de la filière nucléaire. Le bilan d'Emmanuel Macron en matière d'énergie est catastrophique, comme le montre l'explosion des factures d'électricité. Et c'est bizarre. C'est quoi, c'est une mise à jour là? Je suis toujours sur l'article de mars 2022 là. Ah ouais. Quoi qu'en même temps, je pense que les gens ils payaient déjà le mégawattheure à 100 euros, je crois, par rapport aux 40 euros, puisqu'on était déjà. Je crois que c'est Zemmour qu'on avait parlé tout le long de la campagne avec le prix à Rennes, donc on était déjà à se promener les mains. Ah, c'est marrant. Elle doit surtout profiter aux consommateurs par la flambée des prix. Les premières victimes sont les consommateurs qui paieront encore et toujours les volte-face et les errances du gouvernement. Oui, les consommateurs, les entreprises aussi particulièrement, sans faire. Je veux dire, les entreprises, c'est eux qui engagent les gens. Donc si les entreprises ferment, parce qu'il y a l'énergie qui est à la base de l'activité. Enfin bon, c'est. Waouh! La stratégie énergétique allemande a consisté depuis plusieurs années à dépendre du gaz russe. La situation est aujourd'hui telle que l'Allemagne envisage de maintenir ses dernières centrales nucléaires en service et de développer la filière GNL. C'est le gaz, je crois. On ne peut que critiquer cette vision à court terme. Le conflit ouvert en Ukraine se fera comprendre aux partisans de l'écologie politique l'importance de la souveraineté énergétique et de la sécurité d'approvisionnement, car ils semblent avoir oublié les fondamentaux des géopolitiques et de stratégie militaire. Donc là, en fait, si on avait construit depuis 10 ans, 15 ans des centrales nucléaires et que les Allemands nous l'avaient pas mis au fond aussi, bien au fond, nous avaient bien enculés là. En fait, les Allemands seraient potentiellement moins coincés avec le gaz russe, parce là, c'est la folie ce qui se passe en Allemagne, hein. Ils ont perdu 40% de leur énergie, donc maintenant ils achètent de partout, ils achètent à des prix de folie, ils s'en battent les couilles pour que leur industrie s'effondre pas. Si nous, ils nous avaient pas coulé, enfin, ils nous ont coulé tous les deux en même temps, et nous, on s'est coulé nous-mêmes. On aurait eu plein d'énergie, on aurait pu leur vendre, voilà.
Peut-être moins cher ou plutôt cher, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, s'entraider les Allemands et les Français, le vrai couple franco-allemand qui aurait pu exister. Ça n'existe pas du tout, hein. C'est bien au fond, bien dans ton cul. On ne peut que critiquer la vision à court terme. Le conflit ouvert en Ukraine fera comprendre aux partisans de l'écologie politique l'importance de la souveraineté énergétique et de la sécurité d'approvisionnement, car ils semblent avoir oublié les fondamentaux de géopolitique et de stratégie militaire. Les éventuelles sanctions imposées à la Russie excluent l'arrêt du projet Nord Stream 2. Donc c'est fou, c'est avant que Nord Stream 2 soit explosé, car il pénaliserait fortement nos amis allemands. Il est certain que les deux grands gagnants de cette situation sont les compagnies américaines d'hydrocarbures et la Chine. La crise ukrainienne permet au gouvernement français de se dédouaner de la hausse des prix de l'énergie et de l'électricité en particulier. Cette guerre renforce et accentue un mouvement initié par le gouvernement. Pourtant, ce sont bien les soutiens massifs aux énergies intermittentes, la fermeture de Fessenheim et l'aide aux fournisseurs soi-disant alternatifs qui ont fait monter la facture. Les aléas conjoncturels renforcent cette situation mais ne l'expliquent pas. Ingénieur nucléaire environnement pour l'association Action, lancée fin 2020 est forte de ses 4700 adhérents. Action Écologie est la première association indépendante qui défend une écologie authentique et non politisée. Action Écologie a pour objectif de valoriser les belles initiatives écologiques, respectueuses du savoir français et dénoncer les situations coûteuses et inefficaces des fossoyeurs de l'écologie. Sa première enquête, les éoliens, gouffres fonciers, catastrophe écologique. Putain, je vais mettre de côté ça. Ouais, je vais mettre de côté, j'aurai... Hop. Ok, voilà, tout va bien. Donc là, je vais pas tout lire, je vais lire quand même celui-là parce que ça m'intéresse, c'est plus proche. Donc voilà, donc c'était il y a un an et on voit bien l'enculerie. Putain, l'enculerie, mais tellement au fond, quoi. Mais on va continuer un peu sur l'énergie parce que c'est trop important là. Et puis c'est le début de la semaine, voilà, on fait un peu de sujet sérieux, comme ça vous avez un peu les infos de, de l'énergie là parce que c'est vraiment le truc important là. Donc c'est là j'ai pris, je suis tombé sur Braise Info. Dans Braise Info, attention, eux ils sont importants. C'est eux qui ont lancé l'alerte sur Calac. Donc c'est média breton, indépendant. Et eux il faut les aider par exemple. Celui d'avant je connaissais pas, c'est Contrepoint. Je suis tombé là-dessus hier. Alors, Braise Info, le sabordage de l'énergie nucléaire, le 18 décembre 2022. Alors qu'en 1975, la France du général de Gaulle... Non, il était mort là. La France était la deuxième économie mondiale. Il faudrait que je vois pour cet accent-là. Elle est maintenant reléguée en septième position. Notre industrie, déjà crépusculaire, va-t-elle pouvoir survivre à cette crise de l'énergie qui s'annonce comme majeure? Nos gouvernants ne semblent pas percevoir ni prendre la mesure de la menace qui pèse sur nous, préférant faire de la communication pour justifier leur action pourtant contradictoire. Cette politique qui tire à la fois de l'autruche et du fil de l'eau n'est pas à la hauteur des enjeux véritables. Le flou, qui n'a rien d'artistique, et qui entoure les décisions, ou plutôt l'absence de décision, sur des sujets aussi vitaux que le nucléaire n'est pas rassurant quant à la maîtrise, voire la simple connaissance que nos dirigeants politiques ont dans ces domaines. Réduire la production d'énergie est devenu une mode de gouvernement. Un mode de gouvernement, pardon. Donc la sobriété énergétique, hein, qui est l'autre façon de dire, c'est quoi déjà? La décroissance, quoi, en gros. La mécanisation et l'énergie nécessaire au fonctionnement des machines sont à l'origine des révolutions industrielles. Diminuer l'offre énergétique avec en corollaire l'augmentation de son coût est un moyen très efficace pour désindustrialiser un pays. Il est frappant de constater que depuis plus d'une décennie, les gouvernements successifs se sont appuyés sur la menace d'un réchauffement climatique anthropique pour diminuer les ressources énergétiques de notre pays. Depuis, depuis combien de temps? Plus d'une... Oui, ça va, plus d'une décennie, c'est bon. Parce que c'est pas en 97, c'était pas le réchauffement climatique, quoi. Et les décisions 90 aussi, et 80 pour la désindustrialisation. Parce que ça aussi, c'est assez cohérent, hein. Il y en a bien qui montrent, je sais plus, j'avais lu ça, le fait qu'il y ait eu la désindustrialisation, ça veut dire moins de demande énergétique. Et donc, il y avait une excuse un peu, puisqu'il y avait de moins en moins d'entreprises dans les années 90, puis les années 2000, de grosses entreprises qui demanderaient de l'industrie, quoi, hein, là, je parle, hein, qui demanderaient beaucoup d'énergie. Et donc, eh ben, c'était cohérent avec le fait de diminuer, enfin cohérent. En termes de fils de puterie, hein, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, voilà.
s'il y avait plus d'industrie, quoi, on est à 10% maintenant du PIB, contrairement à 20% en Allemagne, je crois, et ben, il y aurait besoin de beaucoup plus d'énergie, donc elle pousserait la filière à avoir besoin d'énergie, et donc on aurait certainement fait plus de nucléaire. Donc c'est lié, quoi, hein. Serpent qui se mord la queue. Après avoir préparé les esprits à la nocivité des hydrocarbures pendant plusieurs années de campagne de communication, c'est en 2017 que la France est devenue le premier pays à interdire sur son sol la recherche et l'exploitation des produits pétroliers. Pourtant, les premières recherches concernant les éventuels gisements de gaz et de pétrole de schiste s'avéraient très prometteuses. Donc on a interdit ça, interdit le pétrole, du schiste, bon, c'est vrai que c'est... Mais maintenant, on est un des premiers importateurs de pétrole, de gaz de schiste des États-Unis. C'est pas beau ça quand même. Mais c'est pour la guerre, c'est pour la guerre. Parce qu'on est en guerre. Putain, c'est un truc de fou. Avec le recul, on peut s'étonner aujourd'hui d'une telle décision lorsqu'on nous arrêtons à acheter à grands frais du pétrole américain provenant de l'exploitation des schistes. Où est la logique? Dans les premiers, hein, apparemment. La loi portant sur la transition énergétique, adoptée en 2015, était du même tonneau. Toujours moins d'énergie et toujours plus cher. Sous des habits écologiques, cette loi dite de croissance verte s'en prenait également, on peut se demander pourquoi, à l'énergie nucléaire. Cette énergie abondante et très bon marché fournissait 75% de la production électrique nationale et elle devait être ramenée à 50% en 2030, sans raison évidente. Et il y avait 10%, 10 à 15% d'hydroélectrique. C'est un indice manifeste qu'il y avait bien autre chose derrière ce paravent. Un peu d'eau. Pourquoi nier cette évidence? La France avait jusque-là fait un sans faute, en faisant du nucléaire la colonne vertébrale de notre production énergétique, et, jusqu'à un passé récent, était même exportatrice d'électricité auprès de nos voisins. La mise à mort de cette filière nucléaire a commencé sans bruit en 1997 avec l'arrêt du programme Super Phoenix. Super Phoenix, qui nous aurait donné 1500 ans de cycle d'énergie. 1500 ans d'énergie. Allez voir Super Phoenix, c'est super stylé. Bah, tiens, je vais le mettre de côté. Il y a un article. Hop. Ouais, je fais ma pêche aux articles en passant. La revue des anciens élèves de l'école polytechnique, la jaune et la rouge, avait qualifié à juste titre cette décision d'exécution sans jugement, dans un remarquable article de Georges Vandriès, lui-même issu de cette prestigieuse école prestigieuse. Anodin en apparence, l'arrêt de ce programme condamnait à terme toute la filière, et car c'était l'élément qui permettait de refermer le cycle. Dans un premier temps, on enregistrait l'uranium civil afin de l'utiliser comme combustible pour les réacteurs à fission. Cette fission laissait des produits résiduels, souvent qualifiés de déchets radioactifs. Or, ces fameux déchets fournissaient un argument de poids aux antinucléaires, qui avaient centré sur lui leur campagne de dénigrement. En réalité, ces produits étaient le combustible des futurs réacteurs dits de quatrième génération, utilisant la filière dite à neutrons rapides. J'avais entendu parler, c'est le projet Astrid, ça aussi, vachement tard en fait, parce que je m'étais pas mal renseigné et tout ça. Mais l'autre fistule de Jean Covici, il en a pas parlé de ça, hein. Ça, je me rends compte de plus en plus, hein. Non mais je l'aime bien, j'aime bien Janko quand même. Mais je commence à être un peu dubitatif des fois sur certains trucs. C'est un peu bizarre certains trucs. Là, par exemple, ça, il en avait vraiment pas parlé. Il parlait d'Astrid, mais pas de Super Phoenix. C'est la même chose, mais voilà. Cela devait être l'aboutissement du programme nucléaire qui nous conférait une véritable autonomie énergétique, puisque aujourd'hui, on estime que ces produits de fission pourraient fournir environ 10 siècles, 1500, 3000, bon en tout cas plus de 1000 ans quoi. 10 siècles de production d'énergie. Vous vous rendez compte le délire, tout en résolvant le problème de ces résidus radioactifs de longue période. Et enfin, c'est fou. On voit bien l'importance quasi vitale de cette décision purement politique. Plus récemment, le gouvernement d'Emmanuel Macron a enterré les programmes Astrid, ce programme dit de quatrième génération, et reprenait les bases du Super Phoenix, et aurait permis de retraiter plusieurs fois le plutonium et même d'en produire davantage que celui qu'il consommait. L'abandon sans raison sérieuse de ce projet a démotivé tout le secteur. Mais peut-être ce but était-il recherché. Autre difficulté, la vente d'Alstom à GE a entraîné la cession de la société Arabelle. Cette cession anodine en apparence, bien sûr, on a pas vachement anonyme en apparence, hein, présentait pourtant un énorme danger sur le plan stratégique car cette entreprise produisait toutes les turbines entraînées par des réacteurs de vapeur d'origine nucléaire.
Elle équipait non seulement le parc des réacteurs de nos centrales, mais également celle des réacteurs embarqués sur nos sous-marins ou sur le porte-avions de Charles de Gaulle. EDF, après avoir traîné les pieds, doit maintenant à tout prix racheter cette entreprise qui détient tous les brevets qu'elle exploite et la facture risque d'être salée car on ne connaît pas les conditions dans lesquelles l'exploitation des brevets se poursuivra. Mais elles ont été rachetées là. C'est bizarre l'article là qui parle pas de ça. En tout cas, je viens de me rendre compte de quelque chose parce que Macron, en fait, il est quand même responsable de beaucoup de choses là. Il est président à l'immunité présidentielle, hein, il peut pas être condamné, mais normalement il pourra pas être élu parce qu'il n'a plus le droit, hein, sauf s'il nous fait un gros coup de pute. En fait, vu qu'il est jeune, parce que souvent on se dit avec ma femme que comme il est jeune, c'est un truc de fou parce qu'il va être, il va avoir la retraite pendant je sais pas combien d'années là. Lui, Giscard, il nous a coûté un max, mais lui, ça va être presque encore pire, hein, moi, à peu près le même âge. Putain, ça va être un truc de fou. Mais par contre, ça veut dire qu'il y aura le temps de le condamner et de le foutre en prison. Et de le condamner pour haute trahison. C'est intéressant ça, comme. Ça veut dire que peut-être il va y penser à ça, et donc peut-être qu'il va tout faire pour pouvoir se représenter. Parce qu'apparemment, hein, donc il pourra pas se présenter aux prochaines élections, sauf s'il fait un truc à l'Assemblée nationale pour changer la situation, parce qu'il n'a pas le droit de se représenter, hein. C'est que 2 mandats consécutifs, mais en fait, il peut ne pas être président pendant 5 ans et revenir 5 ans après. Ça, il a le droit, parce que c'est 2 mandats consécutifs. On pourrait avoir Macron qui revient et encore. Donc, Sarkozy a essayé de le faire pour pas aller en prison, là. Il est pas en prison. Waouh, putain, j'hallucine, quoi. Macron pour Milan, au secours. Une communication à sens unique. Tous les arguments qui pouvaient sévir à dénigrer le nucléaire, quelquefois même contraires à la vérité, ont été utilisés. Putain, j'articule pas là. Par contre, tout ce qui pouvait lui être favorable a été passé sous silence. C'est ainsi que le prix Nobel de physique décerné à Gérard Mourou pour ses travaux sur la transmutation des déchets radioactifs, produits de la fission nucléaire non strictement aucun écho dans les médias mainstream. Oui, c'est vrai que ça. Seule la Tribune et l'usine Nouvelle a peut-être quelques autres parutions spécialisées s'en étaient fait l'écho. Pourtant, ces travaux ouvraient également la voie vers une solution pour le traitement des déchets radioactifs de période longue. Putain. Donc on était les meilleurs, quoi. Des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, quoi. Et on a tout niqué, même l'énergie. C'est un truc de fou. C'est fou, c'est fou. Bah, c'est pas que. Enfin, cela donne l'impression d'un processus méthodique mis en place afin de justifier l'abandon du nucléaire dans l'indifférence générale. Et c'est ce qui s'est passé. C'est horrible. Dès l'instant où le gouvernement avait décidé à terme de réduire avant de cesser l'activité des centrales nucléaires, un certain nombre de décisions opérationnelles s'imposaient parmi lesquelles l'arrêt programmé des opérations d'entretien des réacteurs. Et cela ne tarda pas à porter ses fruits. C'est un truc de fou, franchement, c'est un truc de fou. T'as envie de tout casser, quoi. Waouh, putain. J'hallucine. Franchement, à chaque fois, plus je lis sur ce sujet-là, plus ça rend fou, quoi. Putain, on a franchement, je veux dire, il suffit de lire un certain nombre d'articles sur ce qui s'est passé, et on voit bien que c'est pas un président français qu'on a. C'est quelqu'un d'autre, quoi. On peut pas être plus un traître à la nation, quoi, je veux dire. À part en tuant des Français, quoi. Voilà, il faudrait qu'il tue des Français pour qu'ils soient plus traîtres à la nation. Bon, après, pas vraiment, mais bon, un petit peu quand même, avec l'immigration massive, il y a un peu il tue un peu des gens indirectement, mais. Putain, non. L'incohérence de la fermeture de Fessenheim. Ah, mais ça me rend fou, en fait, c'est un peu plus. Et de l'arrêt d'Astrid. La décision d'arrêt de Fessenheim a été prise au titre de l'absence de maintenance effectuée, au dire de la ministre Prunier-Runacher, alors que les travaux nécessaires à la prolongation de l'exploitation de cette centrale demandée par l'Agence de sécurité nucléaire avaient été réalisés et payés par EDF. Par nous, donc. L'équipe de programme d'Éric Zemmour, composée de spécialistes de très haut niveau et très au fait de la situation, avait vu cette incohérence et avait préparé une lettre moratoire assignée par le candidat et demandant le report de la décision d'arrêt. Aucune suite ne fut donnée par l'équipe rapprochée d'Éric Zemmour. Marine Le Pen essaya également, mais sans succès, d'obtenir un moratoire.
La sénatrice LR, Sophie Primas, fit une intervention dans le même sens, mais rien n'y fit. On constate aujourd'hui combien les deux réacteurs de cette centrale nous font défaut. Et le futur n'est guère engageant. On parle de démarrer 6 nouvelles tranches de PR, dont l'amortissement prendra plusieurs décennies, alors que tout porte à croire que le processus de fusion qui rendra caduque une bonne partie des réacteurs à fission arrivera d'ici une quinzaine d'années. Non, mais alors pas du tout. Alors là, par contre, Brest, il faut un peu plus se renseigner. La fusion, c'est dans 100 ans, quoi. Et dans 15 ans, il y aura le prototype qui sera peut-être enfin euh, fini pour démarrer un test. Enfin bon, faut arrêter de dire de la merde là. C'est pas bon ça. Là encore trop tard. Ou alors peut-être que je sais pas, il y a des nouvelles sur la fusion. Mais non. Par contre, le programme Astrid. Alors attendez, c'est quoi la fusion qui rendra caduque une bonne partie des réacteurs à fusion arrivera d'ici une quinzaine d'années. Là encore trop tard, contre-temps. Et quelle incohérence. Mais non, mais ça n'a rien à voir. La fusion, faut continuer. Mais c'est pas tout de suite, quoi. Par contre, le programme Astrid, qui aurait permis d'utiliser une combustion non seulement totalement gratuite, mais de plus en plus coûteux à conserver, semble définitivement enterré. Pardon, excusez-moi. Pourquoi nos dirigeants font-ils preuve d'une telle opiniâtreté dans l'erreur? Pourtant, beaucoup de voix se sont élevées, et non des moindres, comme celle de Jean-Bernard Lévy, pour tenter de les ramener à une vision plus conforme à l'intérêt du pays, mais rien ni personne ne semble avoir la moindre prise sur eux. Ils apparaissent comme murés dans leur certitude. Très récemment, des personnalités comme Yves Bréchet ou Loïc Le Floch Prigent sont sortis de leur réserve avec des arguments pourtant incontournables, mais se sont vus opposer une fin de non-recevoir de la part de ce gouvernement qui continue plus que jamais de nier les évidences. C'est une catastrophe, on se fait enculationner à mort. Genre le Loïc, le Floch Brillant, lui, putain, il a punchline aussi. Mais il n'y a pas que lui. Il y a, voilà, Yves Bréchet, oui, c'était une des auditions aussi qui est extrêmement intéressante que j'avais mis. On reviendra dessus de toute façon demain ou mercredi, je pense. Et donc voilà, donc ça aussi, je vais le garder. Je l'ai mis de côté ou pas? C'est bon. Ouais. Tac. Donc juste, j'avais mis de côté. Ça aussi, je vais le mettre de côté. Je vais pas lire maintenant parce que sinon ça va faire trop là. Tac, tac. Juste pour lire les titres de quelques articles pour voir parce que j'ai pas le temps là, de rester dessus. Donc le progrès, prix de l'électricité, on va couler, alerte nos industriels. Dans une tribune, les entreprises indinoises, donc de linge j'imagine, notamment de Plastic Valley, poussent un coup de gueule face à la hausse vertigineuse des prix des énergies. En particulier l'électricité, ils appellent le président Macron à mieux les protéger et surtout à définir une vision, une vraie stratégie de souveraineté énergétique. Arrêtez de nous enculer, quoi. Bien public. Dans notre article, le titre, un patron s'est fait pour surmonter les difficultés. T'as l'industriel qui dit qu'ils vont mourir et t'as le président du MEDEF qui dit fermez vos gueules. Martel, le président du MEDEF. Putain, cette gueule de merde qu'il a lui. Face à la flambée des coûts de l'énergie, Geoffroy Roux de Bézieux a soutenu que réclamer des aides de l'État pour les entreprises n'est pas tenable. Bah oui, bah non, bah ils aimeraient bien ne pas en demander. Hein. Je sais pas si mais il est con lui quoi. De toute façon, il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte. Hein. Quoi qu'il en coûte. Enfin bon. Martel, le président du MEDEF, quoi. Bande de. Et il faut pas faire ça, Tarlouse. Vous êtes capables, les patrons, d'encaisser d'avoir des factures qui quadruplent. Électricité, donc Marianne, quand des clients de Total Energy voient leur facture multipliée par 17 à la suite de reconduction tacite de contrats, les clients de Total Energy se sont vus appliquer des tarifs très élevés et même aberrants. En regard du marché, la multinationale a depuis proposé une révision des contrats réservés toutefois aux entreprises de moins de 10 salariés. Donc l'entreprise du meunier à 17 salariés, là dans le cul par exemple. C'est ça, tu vois. C'est vraiment, c'est. Waouh, c'est vraiment de la merde.